Et aujourd'hui, des bactéries extrêmement importantes, puisqu'on va parler de Shigella et de Salmonella, qui sont les deux plus célèbres des grands pathogènes digestifs que vous êtes susceptibles de rencontrer. Alors pour aborder les Shigelles, on va faire une transition avec le cours précédent, où on avait passé en revue à peu près tous les Escherichia coli entéropathogènes, les ETEC, les EEC, les entéroagrégatifs, et ils avaient tous en commun une caractéristique, c'est qu'ils étaient incapables d'envahir les cellules. Ils étaient dans le tube digestif, ils étaient capables d'adhérer à certaines cellules, ils étaient capables d'émettre des toxines, mais ils n'envahissaient pas les cellules, ils ne se multipliaient pas à l'intérieur. Là, on passe et on le verra pendant tout le cours, quelles que soient les espèces, on passe à un autre mode infectieux qui est l'envahissement cellulaire. Alors, les EIEC, Escherichia coli entéro-invasifs, et les bactéries qu'on appelle les Shigelles, c'est le nom vernaculaire, mais le genre c'est Shigella, ce sont les bactéries qui sont responsables de la dysenterie bacillaire et d'un certain nombre de syndromes qui sont de moindre importance, mais qui se traduisent quand même par des diarrhées ennuyeuses. Je vous demande de noter l'orthographe de dysenterie, il n'y a pas de faute ici, il y a bien un E, c'est dysenterie et le syndrome est dysentérique. C'est une maladie qui touche les nourrissons et les enfants des zones surpeuplées, des zones où l'accès à l'eau est limité, où la contamination fécale est donc un véritable problème, et qui en plus sont en général des zones où la malnutrition est très largement prévalente. On pense qu'il y a un grand rôle de vectorisation d'un certain nombre d'insectes qui vivent sur les déchets, et en particulier des mouches, et c'est une maladie extrêmement contagieuse, on va le voir tout à l'heure. Dans nos pays, c'est une pathologie essentiellement de l'enfant de moins de 10 ans, et puis éventuellement de son entourage immédiat, c'est-à-dire de sa famille. Et c'est une maladie qui est relativement rare par rapport aux autres pathologies qu'on verra aujourd'hui, comme les salmonelloses. En revanche, dans le monde, c'est la plus commune, la dysenterie bacillaire, c'est la plus commune des diarrhées bactériennes. 165 millions de cas par an, 1 million de morts, donc un vrai impact et une contagiosité, je vous le répète, très importante. Quelle est la différence entre Escherichia coli entéro-invasif et Shigelle? Phylogénétiquement, c'est à peu près la même chose. Ce sont les mêmes bactéries. Quand on fait des galeries d'identification biochimique, c'est quasiment la même chose. Génétiquement, c'est la même chose. Elles ont juste quelques facteurs de virulence qui les séparent. Mais surtout, objectivement, ce qu'on peut dire, c'est que les Shigelles sont extrêmement virulentes. Il suffit d'un très petit nombre de bactéries. Moins de 200 Shigelles sont capables de donner une infection, et notamment une dysenterie, alors qu'il faut environ 1000 fois plus d'Escherichia coli entéro-invasifs. On n'a pas d'explication claire à ce phénomène, mais sachez que c'est vraiment une des grosses différences et que ce sont surtout les Shigelles, en particulier Shigella flexneri et Shigella dysenteriae, qui vont être à l'origine des infections les plus graves. Comment se manifestent ces infections? Eh bien, tout d'abord par une symptomatologie générale importante avec une fièvre, c'est une véritable toxémie. On va voir que les souches les plus virulentes produisent une toxine avec laquelle vous êtes maintenant familière, qui est la toxine chigatoxine, encodée par les gènes STX, on va revoir ça tout à l'heure. Et puis à côté de ça, il y a une diarrhée qui au début est profuse, peu caractéristique, si on la rapporte à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et qui assez vite va devenir muqueuse, mucosanglante, et puis surtout purulente, pour terminer sous la forme de ce qu'on appelle un crachat rectal, c'est-à-dire une petite émission de pus, et qui est vraiment la caractéristique lorsque l'étiologie est bacillaire de ces infections à Shigelle ou à EIEC. Je vous rappelle qu'il y a un autre agent pathogène qui donne ce type d'infection, ce sont les amibes, que les parasitologues vont vous traiter ou vous ont déjà traité. À côté de cette symptomatologie évolutive de la diarrhée, j'ai perdu mon micro, on a des douleurs abdominales qui sont intenses et qu'on appelle des épreintes. Donc vraiment des douleurs très fortes et un ténesme, c'est-à-dire cette espèce d'incontinence fécale, cette envie irrépressible d'aller à la selle, qui en font une maladie extrêmement inconfortable. Qu'est-ce qui fait que cette pathologie est aussi sévère? Eh bien, les EIEC comme les Shigelles possèdent, à la différence des Escherichia coli communs qu'on trouve dans le tube digestif et qui ne sont pas virulents, ces bactéries possèdent un plasmide de virulence très caractéristique qui encode
toute l'invasion des entérocytes du côlon. C'est un système génétique très complexe. Vous savez ce que c'est qu'un plasmide, hein, c'est une espèce de petit chromosome indépendant qui n'existe que dans certaines bactéries, qui peut se transmettre de bactérie à bactérie éventuellement, qui a un système de réplication autonome, qui chaque fois que la bactérie se divise passe dans la bactérie fille, dans les deux bactéries filles. Et là, le plasmide de virulence des Shigelle et des EYEC, il encode une multitude de gènes, mais en particulier, c'est ce que vous devez retenir, un système de sécrétion de type 3, vous savez, le système d'injection de seringues pour injecter dans les cellules des effecteurs bactériens, avec en particulier un produit toxique qui s'appelle VIR-A, qui servira pour le diagnostic. Les gènes encodés par ce plasmide de virulence sont essentiellement des activateurs de la transcription à l'intérieur des cellules épithéliales du tube digestif et qui vont provoquer un grand nombre de désordres à l'intérieur de ces cellules pour aboutir finalement à l'apoptose, c'est-à-dire à la mort programmée, au suicide de la cellule. Alors cette apoptose explique, et puis la multiplication intracellulaire des bactéries, explique une réaction inflammatoire intense et qui gagne progressivement de proche en proche, puisque les bactéries, une fois qu'elles se sont multipliées dans une cellule, elles passent de façon active vers les cellules voisines, et donc les lésions s'étendent. Donc destruction de la muqueuse. En revanche, caractéristique que vous devez noter parce que ça va différer de ce qu'on va voir avec les salmonelles, l'invasion est rarement sous-muqueuse. Elle est cantonnée aux cellules épithéliales digestives. Il y a exceptionnellement des bactériémies, mais en général, ce n'est pas une maladie septicémique. Alors, certaines souches de Shigelle, les plus virulentes, celles qui donnent stricto sensu la dysenterie bacillaire, possèdent en plus un autre facteur de virulence. Celui-ci, vous le connaissez, c'est la shigatoxine, qu'on a vu, je vous le rappelle, avec les Escherichia coli entéro-hémorragiques la dernière fois. Les bactéries qui produisent ça sont essentiellement un biotype de Shigella dysenteriae, le bacille de Shiga. Shiga, c'est le bactériologiste qui a découvert la bactérie. Et ces bacilles de Shiga sont à l'origine d'un grand nombre de dysenteries bacillaires, nombre moindre cependant que celui causé par les Shigella flexneri. Shigella flexneri maintenant est le premier agent de dysenterie bacillaire. Des souches de Shigella flexneri qui possèdent le plasmide de virulence et qui produisent également des shigatoxines. Donc lorsque la shigatoxine est produite en plus des facteurs de virulence du plasmide, eh bien on va avoir tous les signes généraux, ischémiques notamment, au niveau rénal, au niveau ophtalmologique, au niveau neurologique qu'on observait avec les EHEC. Je vous renvoie à ce cours de lundi dernier. Alors, est-ce qu'il faut traiter, est-ce qu'il ne faut pas traiter? Vous avez vu que c'était la question qu'on se posait à chaque fois dans ces pathologies digestives. Eh bien là, pour une fois, puisqu'il y a une invasion importante, une multiplication bactérienne qui est pathologique, qui est responsable de l'extension de l'infection notamment, eh bien l'antibiothérapie est impérative, pour une fois. C'est une antibiothérapie qui n'a pas besoin d'être longue, et chez l'enfant, elle va durer 3 à 5 jours, et elle est essentiellement à base de céphalosporine de 3e génération. Ceftriaxone, par voie intramusculaire ou intraveineuse, 50 mg par kilo par jour. Et puis, si l'alimentation est possible et si le produit est disponible, parce que c'est un produit cher, ça peut être simplement le Cefixime. Et le Cefixime a posologie de 8 mg par kilo par jour, en 2 fois, un comprimé matin, un comprimé soir. Ça, il y a une forme pédiatrique. Cette forme pédiatrique est très facile à manipuler, mais là encore, dans nos pays seulement. Chez l'adulte, le traitement est plus court parce qu'on utilise des antibiotiques qui ont une diffusion intracellulaire encore plus importante, les fluoroquinolones, ou curieusement un macrolide très particulier qui s'appelle l'azithromycine, commercialisé sous le nom de Zitromax, et qui a un très gros avantage, c'est de se concentrer dans les cellules et d'avoir un effet antibiotique prolongé dans ce contexte-là. Donc ciprofloxacine, 500 mg x 2 par jour, ou un seul comprimé d'azithromycine à 500 mg qui fait la totalité du traitement. Là encore, médicament de pays riche. Importante aussi, mais surtout chez l'enfant, la réhydratation. Et puis, une petite remarque, il est plutôt péjoratif d'inhiber la motilité intestinale, donc on déconseille l'utilisation de l'imodium, du loperamide,
Donc c'est plutôt non pour les inhibiteurs de la motilité intestinale. On préfère avoir un transit qui élimine les bactéries et les déchets cellulaires. La prévention, bien, elle va ressembler à un certain nombre de préventions d'infections digestives du tiers-monde qu'on a envisagées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire hygiène alimentaire et hydrique, là encore souvent un vœu pieux, et puis l'allaitement maternel, plutôt que l'utilisation de lait reconstitué avec des eaux sales. Et puis pour une fois, là aussi une recommandation particulière, l'antibiothérapie des sujets porteurs, maladie extrêmement contagieuse, donc nécessité chez le porteur asymptomatique ou chez le patient convalescent d'avoir eu cette antibiothérapie pour éviter la dissémination des bactéries. Enfin, il y a une grande perspective vaccinale, un petit cocorico parce que c'est un vaccin français, c'est un vaccin de l'Institut Pasteur, développé par l'équipe de Philippe Sansonetti. C'est un vaccin qui est en cours d'évaluation, mais qui est vraiment très intéressant, avec un support Shigella flexneri, et qui peut-être nous permettra de prévenir la dysenterie bacillaire dans les années à venir. Le diagnostic est un diagnostic relativement facile par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous vous souvenez, quand on avait une infection avec ces Escherichia coli entéropathogènes, les bactéries étaient minoritaires dans une population bactérienne des selles qui est gigantesque, avec plein d'espèces différentes. Et là, les choses sont différentes. Dans le crachat rectal, dans ce qui reste une fois que la diarrhée est passée, eh bien, on va avoir presque uniquement des EHEC ou des Shigella. Donc l'ensemencement se fera très souvent sur un prélèvement qui est autre que le prélèvement de sel, puisqu'il n'y a plus vraiment de sel à proprement parler à ce moment-là, et c'est l'écouvillonnage rectal, si possible ensemencé extemporanément près du patient, qui va être un excellent moyen de cultiver les bactéries. On utilise différents milieux sélectifs. Pour l'instant, je n'ai aucune recommandation particulière à faire parce qu'il n'y a pas de milieu idéal, mais c'est en général en culture pure qu'on va trouver les bactéries, quand par hasard on a la chance de les trouver. L'identification ensuite est relativement simple. Simple parce qu'elle se fait par des caractères biochimiques d'abord. La plupart sont négatifs, c'est les galeries API, comme celle qu'on a vue lundi dernier. Elles sont souvent négatives pour la plupart des caractères, mais il y en a toujours un ou deux qui permettent de s'y retrouver. Et puis ensuite, avec le contexte clinique, avec cette identification un peu incertaine biochimique, on peut faire une identification de l'espèce et elle se fait exclusivement pour les Shigella par un sérogroupage, c'est-à-dire qu'on utilise des anticorps, petite solution d'anticorps, et on agglutine les bactéries. Et on définit donc 4 espèces qui en réalité ne sont pas des espèces, mais finalement des sérotypes, Shigella dysenteriae et Shigella flexneri, dont on a vu que lorsque ces souches produisaient en plus une shigatoxine, elles produisaient la dysenterie bacillaire. Ce sont les bactéries les plus fréquentes de la famille, c'est celles qui donnent les infections, notamment dans les pays en voie de développement. Dans nos pays, c'est plutôt Shigella sonii qu'on va trouver, avec des formes beaucoup plus douces, mais qui font néanmoins très mal au ventre. Et puis de façon très très exceptionnelle, Shigella boïdii, que j'ai très très rarement rencontré dans ma vie professionnelle. Et puis à côté de ça, il y a les Escherichia coli entéro-invasifs, c'est-à-dire le même tableau clinique, le même écouvillonnage rectal pour faire le prélèvement, et puis au lieu de trouver une Shigella, on trouve un Escherichia coli. Et là, à ce moment-là, on peut aller chercher les facteurs de virulence. Et les facteurs de virulence, on peut les avoir par PCR, c'est-à-dire qu'on peut amplifier les gènes qui sont présents exclusivement sur le plasmide de virulence, en particulier les gènes du système de sécrétion de type 3 et surtout le gène VIR-A qui encode la protéine VIR-A que je vous ai mentionné ici. Si vous êtes en situation de diagnostiquer une véritable dysenterie bacillaire, alors à ce moment-là, il est intéressant de faire une PCR à la recherche du gène STX de la toxine Shiga, qui est responsable de la symptomatologie ischémique. OK pour les EHEC et les Shigella. On passe à quelque chose de complètement différent et de bien plus important dans votre pratique future. Ce sont les salmonelloses. Les salmonelles sont des bactéries extrêmement répandues. Elles vivent chez à peu près tous les animaux, sans froid, sans chaud, insectes. Et curieusement, c'est une famille qui paraît très grande. En réalité, il n'y a que 3 espèces et il n'y en a qu'une qu'on rencontre chez l'homme et elle s'appelle Salmonella enterica. Malheureusement, dans cette espèce, il y a des sérotypes qui sont extrêmement variés. Il y en a plus de 2000 et qui donnent des pathologies complètement différentes. On va voir pourquoi et comment. La première caractéristique des salmonelles par rapport à Escherichia coli par exemple, c'est sa résistance à un certain nombre de stress. Résistance à l'acidité qui fait qu'elle va passer plus facilement la barrière digestive, en fin de repas notamment,
et surtout une résistance aux sels biliaires. Vous savez que les sels biliaires sont un élément de notre digestion important puisqu'ils servent à estérifier les graisses, mais ils ont également un très grand rôle qu'on a évoqué en début d'année, qui est un rôle antiseptique, voire même antibiotique. Ce sont de puissants inhibiteurs de la croissance bactérienne et ils empêchent finalement toutes les bactéries du bas de notre tube digestif de remonter et de coloniser les parties supérieures du tube digestif. Et Salmonella enterica, c'est une bactérie qui est particulièrement résistante aux sels biliaires. Au point même qu'on sait depuis quelque temps que chez des sujets qui sont des porteurs chroniques de salmonelle, les salmonelles remontent dans le tube digestif et trouvent des sites, des niches dans lesquelles elles persistent au sein de la vésicule biliaire. Donc elles résistent à ce qui est normalement un poison bactérien très important, les sels biliaires. L'autre grande capacité des salmonelles, c'est l'adhésion aux cellules épithéliales digestives et surtout l'invasion active des entérocytes et de cellules particulières qu'on appelle les cellules M, on va voir ça tout de suite. Et une fois que les bactéries sont dans ces cellules, eh bien, elles résistent à la lyse à l'intérieur de la cellule. Elles sont capables de survivre et de se multiplier dans les phagosomes. Alors les phagosomes des cellules épithéliales, qui ne sont pas très toxiques, mais surtout les phagosomes et les phagolysosomes des macrophages. Et là, c'est beaucoup plus ennuyeux, puisque les macrophages vont ensuite véhiculer ces salmonelles à l'extérieur du tube digestif. Alors comment ça se passe? Je vous ai sorti un vieux schéma dont je n'ai pas retrouvé l'origine, mais qui est assez bien fait finalement, qui vous montre d'abord la principale caractéristique, ça c'est l'intérieur du tube digestif, la lumière, la fameuse bordure en brosse des cellules épithéliales digestives qui favorisent l'absorption des aliments et de l'eau. Eh bien les salmonelles ont cette formidable caractéristique de pouvoir induire non pas la formation d'un piédestal, comme on l'avait vu avec les colibacilles, mais d'une petite structure en entonnoir qu'on appelle en anglais un ruffle, R-U-2-F-L-E, et cette espèce d'invagination va permettre la phagocytose très active des salmonelles. Donc les salmonelles induisent elles-mêmes leur phagocytose pour pouvoir rentrer dans les cellules. Une fois dans les cellules, elles sont à l'abri puisqu'elles arrivent à survivre dans le phagosome et là, elles se multiplient. À la différence des shigelles qui étaient capables de passer de cellule à cellule, eh bien là, il va y avoir une translation des bactéries du pôle apical au pôle basal et ici, les bactéries vont être prises en charge parce qu'il y a beaucoup de signaux émis par les cellules infectées, elles vont être prises en charge par des macrophages. Et comme là encore, elles peuvent survivre dans le phagosome des macrophages, là encore, elles peuvent se multiplier, eh bien, elles vont migrer vers la circulation lymphatique, les ganglions mésentériques, et éventuellement, pour les souches les plus virulentes, dans la circulation générale, où là, elles vont réaliser un choc septique. Alors, la partie entérique de l'infection, elle est à l'origine d'une forte réponse cellulaire à l'invasion bactérienne, c'est-à-dire l'émission de quantités importantes de cytokines. Alors cette émission de cytokines, elle est relativement peu importante avec les salmonelles dites mineures, elle va être extrêmement importante avec les salmonelles majeures qu'on appelle les salmonelles typhiques parce qu'elles sont responsables d'une maladie qui s'appelle la typhoïde. Quand cette production de cytokines est majeure, eh bien on va avoir des troubles neurologiques importants, et en particulier une apathie, des hallucinations, une prostration, et cette prostration, ça a une dénomination d'étymologie grecque qui est le tuphos, d'où le nom de typhoïde. Mais vous vous rendez bien compte que quand on voit cette description de la maladie, la terminologie anglaise, qui est la terminologie de enteric fever, fièvre entérique, eh bien cette fièvre entérique est une bien plus précise définition de ce qu'est la maladie que la typhoïde. À côté de ça, si les bactéries arrivent à passer dans la circulation générale, en plus de cette fièvre et de ces troubles neurologiques, eh bien, on va avoir la libération d'endotoxines, on est en présence de grammes négatifs, elles ont du LPS, du lipopolysaccharide, et là on va faire un choc septique en plus de la symptomatologie courante, et c'est ce qu'on va observer dans la typhoïde, qui est avant tout quand même une septicémie à grammes négatifs. Alors, je vous ai présenté sous la forme d'un petit tableau à 2 colonnes les différences entre la pathologie liée aux salmonelles majeures, Salmonella typhi et Salmonella paratyphi, et puis les fameuses salmonelles mineures, les courantes, celles de l'alimentation, et dont la symptomatologie est relativement bénigne. Salmonella typhi et paratyphi sont des maladies donnent des maladies qui sont exclusivement humaines, ce sont des bactéries humaines.
il semble qu'elle ne soit pas du tout d'origine animale, alors que les autres sérotypes de salmonelle ont pour la plupart une origine soit aviaire, soit bovine. La typhoïde se transmet par l'eau contaminée, grande maladie du XVIIe, XVIIIe siècle en France, avec des fontaines contaminées. Elle se transmet par les aliments qui sont souillés par cette eau contaminée, et à l'heure actuelle, c'est essentiellement une maladie des pays en voie de développement. Elle n'est à peu près rapportée en France que par les touristes. Son impact est très important, 16 millions de cas par an dans le monde, 600 000 morts, alors qu'à l'inverse, les infections dues aux salmonelles entériques mineures donnent un très petit nombre de cas mortels en France, moins de 80 par an, avec néanmoins une incidence qui est très importante. Il y a de nombreux cas, dont beaucoup ne sont pas diagnostiqués parce que ça passe inaperçu ou que les gens ne consultent pas pour ça. Donc, les salmonelles mineures animaux et hommes, on les trouve dans l'alimentation d'origine animale, essentiellement les produits des volailles, et notamment les œufs, on verra tout à l'heure, et puis la viande et les produits laitiers. Une petite remarque sur la volaille et les œufs. En préparant ce cours, je regardais des données de l'OMS qui sont intéressantes. Aux États-Unis, chaque année, il y a plus de 60 milliards d'œufs de poules qui sont produits et consommés. 60 milliards. Et sur ces 60 milliards, le CDC et l'OMS estiment qu'il y a 2,5 millions d'œufs qui sont contaminés avec des salmonelles. Alors comment est-ce qu'ils se contaminent? Est-ce que c'est juste au moment du passage du cloaque de la poule? Eh bien non. La salmonellose chez la poule, c'est une maladie très particulière dans laquelle l'infection se fait au moment de la constitution de l'œuf. C'est une infection interne à l'œuf, et l'œuf pondu peut avoir été lavé après, la bactérie est à l'intérieur et elle s'est déjà développée à l'intérieur de l'œuf. Donc c'est une maladie de l'intérieur de l'œuf. Donc c'est quelque chose de très particulier. On ferme la parenthèse et on passe à la clinique. Donc la typhoïde d'un côté et puis les gastro de l'autre, les gastro-entérites. Donc fièvre entérique, on a déjà parlé de cette désignation qui est meilleure que typhoïde. L'incubation est une incubation relativement lente puisque vous avez vu qu'il faut passer la barrière digestive, il faut qu'il y ait l'étape de multiplication dans les macrophages, le passage lymphatique et éventuellement dans la circulation générale, donc une incubation entre 1 et 3 semaines. Une fièvre d'apparition progressive qui va durer assez longtemps, jusqu'à 1 mois, et puis selon la gravité, selon la tolérance du patient aussi, des signes généraux, le tuphos, la prostration, la septicémie. A l'inverse, l'incubation des gastro-entérites est courte, plus longue que les infections à staphylocoque, par exemple, mais courte quand même. C'est 8 heures à 48 heures, c'est plutôt 48 heures. Ça dépend un peu de l'inoculum. Et là, on va avoir un état initial qui est un état de diarrhée, une diarrhée qui va persister. C'est pour ça que souvent, elle amène à consulter quand elle dépasse 3 jours. Et cette diarrhée a la particularité étonnante dans nos pays d'être souvent fébrile. Et quand la fièvre persiste, eh bien là, les patients consultent. Les bactériémies sont excessivement rares et en pratique, on ne les rencontre que chez des sujets immunodéprimés. Donc vous voyez une grande différence entre les salmonelles entériques et les salmonelles typhiques. Il y a une salmonelle, néanmoins une espèce, en réalité un sérotype de salmonelle mineure d'origine animale qui s'appelle Salmonella Dublin. Le sérotype Dublin, lui, est un sérotype qui est invasif chez un certain nombre de gens et qui va donner, en plus d'une pathologie de type gastro-entérite, une septicémie qui est particulièrement grave chez le sujet VIH+. Dans les deux cas, c'est une maladie qu'il faut absolument mentionner quand on la diagnostique. La typhoïde, déclaration obligatoire, ça tombe sous le sens. Maladie gravissime, maladie rare, maladie hautement transmissible, donc déclaration obligatoire. Quant aux salmonelles mineures, heureusement qu'on n'a pas déclaré toutes les gastro-entérites à salmonelle qu'on rencontre, parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans une année. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est la déclaration dans le contexte d'infections collectives, ces fameuses TIAC, toxi-infections alimentaires collectives. Et là, quand dans un établissement de long séjour, quand dans une école, il y a plusieurs cas groupés de salmonelle, il faut absolument une déclaration à nos autorités sanitaires. Comment va se faire le diagnostic ? Eh bien, le diagnostic de la typhoïde, ce sont essentiellement les hémocultures, et puis un prélèvement qui fait appel aussi à des cellules hématologiques importantes, c'est le prélèvement de moelle osseuse, dans lequel se cachent souvent les salmonelles, qui va permettre, quand on a de la chance, de faire le diagnostic. L'étape de coproculture,
vous l'avez vu, dans la cinétique de la maladie, c'est une étape dans laquelle on pourrait, enfin le tout début de la maladie est vraiment un moment où on pourrait trouver les salmonelles, mais l'expression clinique n'a pas encore eu lieu. Donc, en général, lors de l'expression clinique, qui est l'expression de la septicémie avec les signes neurologiques, eh bien, il est trop tard pour trouver les bactéries dans les selles, elles ont déjà franchi la barrière digestive. Donc, il est difficile d'envisager le diagnostic sur la coproculture. Et relativement souvent, les hémocultures restent négatives. Le prélèvement de moelle, donc là, est utile, mais on va faire appel à un diagnostic qui est un diagnostic indirect, qui a beaucoup de défauts, parce qu'il n'est pas très sensible, parce que les sujets qui ont été vaccinés vont répondre de façon variable, mais qui néanmoins est intéressant si on observe une vraie séroconversion, c'est-à-dire un prélèvement sans anticorps et un prélèvement après avec beaucoup d'anticorps, ça signe la maladie. Et on va chercher deux types d'anticorps anti-salmonelle par agglutination et par un sérodiagnostic qu'on appelle le sérodiagnostic de Vidal et Félix. Je vous demande de retenir ce nom. Donc le titre des anticorps qui est représenté ici, en ordonnée, au cours du temps, vous voyez, montre une apparition précoce des anticorps dirigés contre les antigènes somatiques, les antigènes du lipopolysaccharide. Donc ce sont les agglutinines O. L'élévation est plus précoce, mais le taux atteint est relativement faible et surtout c'est relativement peu étendu dans le temps, alors qu'à l'inverse, un peu plus tardivement, on va avoir dès la deuxième semaine l'apparition d'anticorps appelés les agglutinines H contre j'espère que ça va continuer à marcher. Ça a l'air. Donc, les anticorps anti-H dirigés contre le flagelle, vous vous souvenez, hein, antigène flagellaire, antigène H. Donc, avec ce diagnostic, et s'il y a une séroconversion, eh bien, on a une alternative si on n'est pas capable d'isoler la bactérie elle-même. Chez les salmonelles mineures, le diagnostic est complètement différent puisque c'est une diarrhée et c'est la coproculture qui va faire le diagnostic avec une technique assez particulière, un examen le premier jour, un examen le deuxième jour après une méthode d'enrichissement dans laquelle on espère éliminer les autres bactéries du tube digestif et garder uniquement les salmonelles. Et là maintenant on a des milieux spécifiques qui sont extrêmement performants pour caractériser très vite, en moins de 48 heures, les salmonelles entériques. On peut, chez l'immunodéprimé, chez qui la symptomatologie est majeure, faire des hémocultures, il ne faut pas hésiter à les prescrire. Mais dans tous les cas, ça va se terminer sur un milieu de culture solide. Ici, vous avez une boîte de gélose d'un milieu particulièrement intéressant qui s'appelle le milieu Chromagar Salmonella et sur lequel toutes les bactéries courantes donnent des colonies blanches ou bleues et où les salmonelles donnent des colonies roses très spécifiquement. Donc les salmonelles sont des bactéries qui sont des entérobactéries classiques. Elles ont une particularité que vous pouvez retenir, c'est qu'elles sont lactose négatives. Elles produisent un composé qui est de l'H2S, de l'hydrogène sulfuré, et elles ont surtout une caractéristique qui est mise à profit sur tous ces milieux, c'est qu'elles produisent une C8 estérase, un enzyme très particulier que les autres entérobactéries ne produisent jamais, et c'est ce qui fait la couleur rose sur ce milieu. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a les bactéries vivantes dans les selles, on arrive à les cultiver et ce n'est pas un problème. Le principal problème diagnostique sera celui de la typhoïde, où souvent, au moment de l'expression clinique majeure de la maladie, on n'a plus accès à la bactérie, ni dans le compartiment vasculaire, ni dans le compartiment digestif. Alors, quand on a isolé une salmonelle mineure, je vous ai dit qu'il y avait près de 2000 sérotypes, eh bien, on a des batteries de suspension d'anticorps qui nous permettent de faire des combinaisons d'antigènes. On cherche les anticorps O, on cherche les anticorps H, les flagelles. Les salmonelles ont une particularité, c'est qu'elles ont deux types de flagelles qu'elles expriment alternativement. Donc on peut faire ce qu'on appelle une inversion de phase pour avoir les deux types flagellaires. Si éventuellement il y a une capsule, on caractérise le sérotype capsulaire. Et puis pour les salmonelles typhiques, on va avoir un antigène particulier en plus, qui est l'antigène VI, et qui fera le diagnostic également. Donc sur la combinaison de tous ces antigènes, qu'on révèle avec des anticorps, sur une agglutination comme ça, voilà une réaction négative, une suspension bactérienne dans une goutte de sérum phi, et voilà ce que ça donne si ça agglutine avec un antigène particulier. Ça fait des grumeaux. Et bien avec ça, on arrive à déterminer les sérotypes. Et de façon générale, ce que vous pouvez retenir, alors il y a des tableaux extrêmement compliqués, dans lesquels, en fonction de la nature des antigènes, vous avez le nom du sérotype,
La seule chose que je vous demande de retenir, c'est que 80% des salmonelloses à salmonelle mineures dans nos pays sont dues à deux sérotypes principaux, à partie égale. Le sérotype dit Typhimurium, avec en particulier une souche épidémique dans l'alimentation d'origine bovine, donc les produits laitiers, la viande bovine, c'est Salmonella typhimurium DT104. C'est une souche multirésistante en plus, donc il faut la connaître et elle est vraiment très prévalente dans nos pays. Et puis pour ce qui est de la partie bovine, la partie volaille, aviaire, eh bien Salmonella enteritidis, avec là encore une souche prévalente qui s'appelle PT4. Et ça, ce sont les souches des œufs et aussi de la viande de volaille. Donc ne retenez que ça. Ça fait 80 à 90% des infections. Et puis les 10% à 20% qui restent, eh bien, ça peut être n'importe lequel des autres sérotypes. Dernier point extrêmement important, le traitement et la prévention de la typhoïde d'une part, des gastroentérites à salmonelle. Vous imaginez bien que le traitement de la typhoïde, septicémie majeure, ce traitement antibiotique, il est indispensable et doit être particulièrement agressif et bien conduit. Dans les formes non compliquées, c'est-à-dire où les signes neurologiques ne sont pas majeurs, où le choc septique n'est pas encore patent, ça va être la ciprofloxacine qui est l'antibiotique recommandé. Donc bien que les salmonelles soient très sensibles aux céphalosporines de troisième génération, c'est le Ciflox qui est la recommandation générale par son excellente diffusion intracellulaire, bien meilleure que celle des bêta-lactamines. Posologie identique à celle qu'on a vue précédemment, 500 mg x 2 par jour. Durée du traitement, cette fois-ci, beaucoup plus longue qu'avec les Shigella, puisque c'est 7 à 14 jours. 14 jours si la forme est septicémique. Je vous rappelle que le traitement minimal d'une septicémie, c'est 14 jours. Il y a des alternatives ou éventuellement des relais thérapeutiques. Et là, on peut utiliser une céphalosporine dite de troisième génération orale, on l'a évoqué tout à l'heure, le Cefixime. Ce n'est pas pour la forme initiale aiguë, il vaut mieux avoir un traitement agressif d'emblée, mais ensuite, le relais thérapeutique peut être fait avec ça, ou avec la fameuse azithromycine, le Zitromax, là encore évoqué tout à l'heure. Pour les formes les plus compliquées, alors, ce qui est préconisé par l'OMS, c'est l'utilisation de la ceftriaxone, et uniquement de cette céphalosporine-là, parce qu'elle a un cycle hépatodigestif qui est important par rapport aux autres bêta-lactamines qui sont uniquement éliminées par le rein, et la ceftriaxone en traitement de 2 semaines à 3 semaines, avec un intérêt éventuel des corticoïdes. Vous savez que les corticoïdes sont immunodépresseurs, mais ils minorent les signes du choc septique, et donc il y a des recommandations qui ne sont pas universelles malheureusement pour l'utilisation des corticoïdes. Donc voilà un traitement assez calibré, indispensable à mettre en route rapidement, et c'est un diagnostic à côté duquel vous ne pouvez pas passer. Alors que ce sont des bactéries extrêmement voisines, eh bien les salmonelles mineures, elles vont donner des pathologies pour lesquelles le traitement est non seulement inutile, mais en plus déconseillé. Pourquoi? Parce que d'abord, il est sans influence sur les symptômes. Le temps que vous diagnostiquez la maladie et que vous traitiez, eh bien les symptômes ont disparu et le patient est guéri. La seule chose que vous avez fait, c'est que vous lui avez fait consommer des antibiotiques, qu'il les a réémis dans l'environnement et qu'il fait courir un risque d'émergence de bactéries résistantes. Donc, pas d'influence sur les symptômes. Et puis, depuis une quinzaine d'années, on sait maintenant qu'une mauvaise utilisation des antibiotiques dans le traitement des salmonelloses, ça va conduire à une augmentation du temps de portage chez les sujets qui ont été atteints par la maladie. Et on a des portages à très long terme qui semblent avoir été induits notamment par l'utilisation d'amoxicilline. Beaucoup de salmonelles sont très sensibles au clamoxyle. Mais si on prend du clamoxyle, non seulement ça ne fait aucun effet sur la pathologie elle-même, mais en plus, il semble que ça augmente la durée du portage, notamment au niveau hépatobiliaire. Donc, ne pas utiliser. Néanmoins, et vous verrez que sous la pression de vos patients, vous serez peut-être amené à prescrire quand même. Et puis, il y a des cas où c'est indispensable. Par exemple, chez le nouveau-né, qui fait une infection à salmonelle entérique, où il risque de se déshydrater de façon majeure, chez l'immunodéprimé, en particulier chez le patient sidéen. Et là, les recommandations ressemblent à celles des formes non compliquées de la typhoïde, c'est-à-dire ciprofloxacine, en s'imposant de limiter la durée du traitement à la durée de la fièvre, qui en général est courte. Il existe une prévention vaccinale. Malheureusement, et vu le nombre de cas, eh bien, elle n'est pas très efficace. La protection est très incomplète. C'est une protection qui va permettre de résister à un inoculum pas trop important de bactéries,
Mais si on ingère plusieurs milliards de bactéries, comme ça peut arriver, eh bien malheureusement, la protection vaccinale sera insuffisante. Donc les recommandations actuelles sont plutôt de vacciner les voyageurs qui vont dans des pays particulièrement touchés par la typhoïde ou qui vont rester longtemps dans des pays à risque où le péril fécal est important. On vaccine les militaires, on vaccine le personnel soignant, dans les services de maladies infectieuses en particulier. 2 vaccins, le TAB, qui est un vaccin à base de LPS, et le vaccin Tifim-VI à base de l'antigène spécifique des salmonelles virulentes. Mais aucun des deux n'est vraiment satisfaisant. Alors là encore, complètement différent, la prévention des infections à salmonelle mineure, c'est essentiellement l'hygiène alimentaire, et c'est la fameuse chaîne du froid. La raison pour laquelle maintenant, vos bouchers, charcutiers, pâtissiers ont des vitrines réfrigérées obligatoires, c'est pour prévenir les infections à salmonelle. Et les salmonelles, effectivement, ne poussent pas à 4 degrés, et donc si on maintient les aliments suffisamment réfrigérés, les bactéries ne se multiplient pas. Elles peuvent être présentes dans les aliments, parce que je vous ai dit que les œufs sont très fréquemment contaminés, le lait et les produits laitiers aussi, mais si l'inoculum est faible, alors la maladie a peu de chances de se développer. Si en revanche, au cours du stockage des aliments, les bactéries se multiplient de façon très importante, alors ce que vous allez manger sera plein de bactéries, et là c'est l'inoculum qui fera la différence. Ça va vous ensemencer le bas du tube digestif et vous allez faire l'infection. Donc la chaîne du froid, très importante. Enfin, dans le cas d'une typhoïde, il est très important dans l'entourage du patient, et puis dans les pays où il y a une forte prévalence, il est très important de dépister les porteurs. En parallèle, il existe un dépistage maintenant systématique dans les professions exposées, non pas exposées à la maladie, mais exposées à la transmission de Salmonella. Il y a un dépistage professionnel des porteurs, c'est le cas des professions de santé, c'est le cas des professions de l'agroalimentaire, surtout de l'alimentaire. Donc, 2 objectifs complètement différents dans les 2 cas. Alors, le secours sur les salmonelles est particulièrement important parce que ce sont des maladies que vous allez forcément rencontrer. Il est possible que vous ne voyiez jamais de shigellose dans votre vie, mais salmonelle, à coup sûr, dans votre première année de pratique, vous serez confronté à au moins émettre l'hypothèse d'un diagnostic de salmonellose à salmonelle mineure, et il est indispensable que vous sachiez reconnaître une typhoïde quand vous en voyez une. On va conclure ce cours sur un sujet qui est un petit peu plus léger, que néanmoins vous devez connaître là encore. Il existe des entérobactéries un peu particulières, peu fréquemment diagnostiquées, qui s'appellent les Yersinia. Yersinia du nom d'un grand microbiologiste qui s'appelait Alexandre Yersin. Ces Yersinia sont des bactéries qui vivent dans l'environnement, dans le tube digestif pour certaines, et puis c'est un groupe bactérien dans lequel il y a une bactérie très très importante qu'on n'évoque pas aujourd'hui, mais qu'on évoquera dans le cours sur le bioterrorisme, c'est naturellement Yersinia pestis, l'agent de la peste. Donc ça, on y reviendra. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Yersinia enterocolitica et de Yersinia pseudotuberculosis, qui sont les 2 salmonelles, les 2 Yersinia qui donnent des pathologies digestives. Ce sont des bactéries qui sont relativement voisines. Yersinia enterocolitica est de loin la plus fréquente, la plus fréquemment rencontrée, la plus fréquemment diagnostiquée. Elle donne une maladie digestive à l'origine qui touche essentiellement les enfants et puis des adultes prédisposés. Ce ne sont pas des adultes immunodéprimés, ce sont des gens qui qui ont comme caractéristique d'appartenir à certains groupes HLA particuliers, en particulier le HLA B27, et qui sont, semble-t-il, plus sensibles à cette pathologie. Il y a aussi des prédominances géographiques des infections à Yersinia, sans qu'on sache encore très bien si c'est lié à des facteurs génétiques ou à des facteurs environnementaux. Et puis, une pathologie particulière qui est liée à la transfusion sanguine. Yersinia enterocolitica partage avec Listeria monocytogenes, dont on a parlé il y a quelque temps, la caractéristique de se multiplier à 4 degrés, donc dans les réfrigérateurs. Donc, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes donnent des maladies qui sont des maladies de l'ère moderne. C'est des maladies de l'ère de la réfrigération. Et pour Yersinia enterocolitica, c'est particulièrement important parce qu'elle peut contaminer à bas bruit, initialement, les poches de transfusion sanguine. Et comme elle se multiplie à 4 degrés, qui est la condition standard de conservation de ces produits sanguins, eh bien, chez un certain nombre de patients qui reçoivent de nombreuses transfusions, on va avoir un risque de faire une infection vasculaire, une infection septicémique à Yersinia,
Yersinia enterocolitica ne possède pas de facteur de virulence particulier dans ce contexte, sauf que c'est une entérobactérie, donc qu'elle possède du lipopolysaccharide, donc de l'endotoxine, donc qu'elle va donner un choc endotoxinique chez ces patients qui, en général, sont déjà fragilisés. Donc, vraiment, ce contexte de fièvre chez le polytransfusé, pensez Yersinia. En dehors de ça, c'est plutôt un germe environnemental. On le trouve chez les animaux d'élevage et sa transmission est essentiellement alimentaire. Si vous ne retenez qu'une chose, retenez que c'est la maladie de la consommation de viande de porc insuffisamment cuite. Alors, on est un gros pays consommateur de porc, mais nous, on a tendance à cuire la viande. En Europe centrale, notamment, la conservation de la viande de porc se fait un peu différemment, viande fumée, viande salée. La cuisson est souvent inférieure à celle qui prévaut chez nous, et c'est une transmission importante dans ces pays-là. En revanche, chez nous, c'est une maladie qui est vraiment assez rare. Et dans les pays, par exemple, dans les pays musulmans du Moyen-Orient, eh bien, c'est une maladie qui est absolument absente. Yersinia pseudotuberculosis, c'est une bactérie dont on ne sait pas si elle est digestive ou environnementale. Elle est probablement environnementale et on pense que le réservoir essentiel, ce sont les rongeurs. Donc dès que vous avez des rongeurs qui sont susceptibles de contaminer soit de l'eau, soit des aliments, eh bien, il y a un risque de contamination de l'homme par Yersinia pseudotuberculosis. Quand on verra Yersinia pestis, vous verrez une bactérie suréquipée pour donner une infection très particulière, d'abord du rat, ensuite de la puce et ensuite de l'homme éventuellement. Eh bien, Yersinia pseudotuberculosis, c'est la même. C'est étonnant, génétiquement, c'est la même bactérie, sauf qu'elle ne possède pas les facteurs de virulence de pestis. Donc c'est vraiment le même corps, mais à qui il manque la méchanceté. Néanmoins, Yersinia pseudotuberculosis peut donner des infections. Ces infections sont extrêmement rares. Elles présentent la particularité d'avoir un sexe ratio qui est très défavorable aux hommes, 3 hommes pour une femme. C'est une maladie qu'on retrouve essentiellement en hiver, maladie européenne, là encore. Et là, vraiment, à retenir, comme tout à l'heure, la viande de porc insuffisamment cuite, et bien ici, c'est l'eau souillée par des déjections animales, et en particulier par des déjections de rongeurs. On a retrouvé Yersinia pseudotuberculosis dans la fiente de très nombreux oiseaux migrateurs, et on pense que les oiseaux migrateurs, notamment, vous savez, les étourneaux qui nous lâchent à peu près 1 quintal de déjections tous les jours quand ils s'envolent le soir au-dessus de la fac, eh bien, produisent ce type de bactéries. C'est une maladie néanmoins excessivement rare, probablement parce que la bactérie n'est pas très pathogène. La bactérie va finalement se développer uniquement si l'inoculum absorbé est massif, plus d'1 milliard de bactéries, et dans ce cas-là, avec cet inoculum gigantesque, on va avoir une invasion de l'iléon au niveau des plaques de Peyer. Vous savez que les plaques de Peyer dans le tube digestif sont ces espèces d'agrégats cellulaires qui sont les organes lymphoïdes du tube digestif, qui vont être les précurseurs ou en tout cas les sentinelles pour reconnaître les pathogènes et les bactéries. Et là, il va y avoir passage par les plaques de Peyer et multiplication dans les ganglions mésentériques, donc en dessous de la muqueuse digestive, et c'est là que l'infection se produit. Pour Yersinia enterocolitica, en général, c'est une diarrhée fébrile, avec éventuellement du sang dans les selles, mais surtout la manifestation principale, notamment chez l'enfant, puisque c'est là que ça se diagnostique essentiellement, c'est une iléite, voire une adénite mésentérique. En d'autres termes, ça se manifeste comment? Eh bien, c'est une appendicite aiguë. Et il y a, selon les différentes données qui donnent des résultats variables, on a un grand nombre de syndromes appendiculaires chez l'enfant qui sont opérés et dans lesquels on va s'apercevoir, en fin de compte, si on a fait une coproculture, que c'était une infection à Yersinia plutôt qu'une appendicite. Donc c'est vraiment, retenez, c'est une étiologie, c'est un diagnostic différentiel de l'appendicite. L'une des caractéristiques ennuyeuses de la maladie, c'est qu'entre 5 jours et 1 mois après l'infection, il va y avoir chez un grand nombre de sujets, plus d'1 tiers, une polyarthrite réactionnelle qui est très intéressante parce qu'elle va apparaître sur des articulations, en général les grosses d'abord, genoux, chevilles, coudes éventuellement, poignets, et elle va migrer. Un jour, ce sera le genou droit, le lendemain, ce sera la cheville gauche, puis les articulations des doigts, les articulations des orteils. En général, en 1 mois et demi, tout ça, ça s'en va, et c'est cette arthrite qui a migré disparaît, sauf malheureusement chez les fameux sujets HLA-B27, chez qui l'infection persiste. Ce n'est pas vraiment l'infection, hein, c'est une réaction immunitaire. Les bactéries sont absentes, sont plus présentes depuis très longtemps, mais
ça persiste chez les sujets HLA-B27. Et puis, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les septicémies lors des accidents transfusionnels chez les gens polytransfusés. Yersinia pseudotuberculosis, beaucoup plus rare, va donner là aussi une adénite mésentérique, souvent moins spectaculaire. La polyarthrite réactionnelle est moins constante. En revanche, ce qu'on va avoir, c'est l'érythème noueux comme caractéristique secondaire. Les érythèmes noueux sont des nodules sous la peau qui sont indurés, un peu douloureux et qui peuvent être donc caractéristiques des suites de plusieurs types d'infections, en particulier celle à Yersinia pseudotuberculosis. Et puis enfin, si l'inoculum a été majeur, on a quelques septicémies à Yersinia pseudotuberculosis. Le diagnostic, eh bien, ça va être, selon la symptomatologie, soit la coproculture, soit l'hémoculture. Ne pas aller chercher le liquide articulaire dans ces érythèmes migrants, dans ces arthrites migrantes, parce qu'il est stérile. Les bactéries ne sont pas responsables directement de la maladie. Et quand on a de la chance, sur les coprocultures, pour Yersinia enterocolitica, on va réussir à faire pousser les bactéries. On les fait pousser sur des milieux sélectifs. Le plus célèbre, c'est le milieu CIN, C-I-N, parce qu'il contient une céphalosporine, c'est le C, un petit antiseptique qui s'appelle l'irgazan et puis de la novobiocine. Et sur ce milieu-là, les colonies de Yersinia enterocolitica ont un morphotype particulier. Donc on arrive à les reconnaître avec un petit peu d'expérience et à les trouver comme ça. La caractéristique de la bactérie, c'est de pousser lentement par rapport aux autres entérobactéries. Stricto sensu, ce n'est pas une vraie entérobactérie. Elle fait partie de la famille des entérobactériacées, mais ce n'est pas une bactérie entérique. C'est une bactérie environnementale qui pousse plutôt entre 4 et 20 degrés, plutôt qu'à 37 degrés dans les conditions d'incubation qui sont celles de nos laboratoires. Alors ce qu'on peut essayer de détecter quand on est bien équipé, c'est le plasmide de virulence de Yersinia enterocolitica, parce que la virulence est encodée par un plasmide là encore, et on peut également sérotyper. Ce qu'il faut savoir, c'est que environ, on va dire 7 souches sur 10 isolées dans l'environnement de Yersinia enterocolitica ne sont pas pathogènes, elles ne possèdent pas le facteur de virulence. Donc il peut être intéressant de le détecter, et on a des tests extrêmement simples pour ça. Le traitement. Alors le traitement, vous avez vu que la manifestation la plus ennuyeuse finalement de la yersiniose, ces yersinoses digestives, ce sont les complications immunoallergiques, entre guillemets, qui suivent la maladie. Et là, vous imaginez bien que le traitement, il ne va pas servir à grand-chose. Donc le traitement, de façon générale, est déconseillé. Naturellement, dans les formes non invasives, pensez bien que s'il y a une yersinia dans une transfusion sanguine et un passage septicémique, naturellement, il faut traiter ça comme un choc septique à gram négatif et de façon agressive. Mais dans la pathologie digestive elle-même, il n'y a pas d'amélioration clinique lors du traitement, il n'y a pas de réduction de la durée d'infection et l'arthrite réactive n'est pas modifiée. Donc ça ne sert vraiment à rien. Si néanmoins il fallait traiter, portage chronique, ennuyeux, sujet HLA-B27, septicémie, alors à ce moment-là, on va avoir plutôt tendance à utiliser la ciprofloxacine, là encore, pour sa diffusion intracellulaire, ou éventuellement même une tétracycline, la doxycycline, vibramycine, le nom de spécialité, plutôt que les bêta-lactamines comme les céphalosporines de 3e génération. Voilà, on a terminé ce cours sur les pathogènes digestifs. Il nous en restera un très important qui est Campylobacter. Donc Campylobacter fera l'objet d'un cours partagé avec Helicobacter pylori. Et puis, vous avez peut-être entendu parler cette année d'un grand problème épidémiologique en France qui sont les infections à Clostridium difficile. Il y a une grande épidémie dans le Nord avec de nombreux patients qui décèdent notamment. Et on fera un cours spécifique consacré à ce pathogène des années 2000 qu'est Clostridium difficile. Voilà. La prochaine fois, qui sera dans 15 jours seulement, on verra une maladie qui est importante à connaître mais rare, qui est le choléra, rare chez nous en tout cas. Et puis on terminera les grammes négatifs avec ça. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.